Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle webconférence, les défis d'un nouveau cycle, regard croisé pour décoder et anticiper. C'est un titre que je trouve un peu long, très ambitieux, et en tout cas, on est très heureux de vous retrouver pour cette webconférence où on va croiser notamment, suite à notre conférence de presse, les datas et les perspectives qu'on a pu récolter ou collecter sur le site préféré des Français. Mais pour ça, évidemment, on va les croiser avec les agents immobiliers ou en tout cas vous, à travers le chat et surtout à travers les intervenants qu'on a invités. Pour être plus proche du terrain et plus proche de la réalité, on a décidé de croiser ces datas avec la réalité de terrain. Donc, pour m'accompagner aujourd'hui, trois intervenants. Je vous les présente. Ils vont se présenter tout seuls d'ailleurs. J'essaye de passer mon slide, donc je vais appuyer une deuxième fois. Ah, j'ai compris ce qu'il fallait que je fasse. Clac. Voilà, on est en direct, hein, donc forcément, voilà. N'hésitez pas, à nous dire bonjour d'Annecy, par exemple. Alors, je vois un bonjour d'Annecy. À nous dire d'où vous venez dans le chat qui est à côté. Mettez des émoticônes si à un moment donné vous êtes content de ce qu'on raconte ou pas. Et puis, dites-nous dans quel état d'esprit vous êtes pendant qu'on se présente. Comme ça, je vous accueille en même temps sur le chat et en même temps, nos trois intervenants que je suis très heureux d'accueillir et très heureux qu'ils aient accepté notre invitation dans leur emploi du temps que je sais très chargé. Par ordre d'apparition à l'écran, Christelle Claus, veux-tu bien te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Bonjour à tous. Voilà, donc moi, ça fait 26 ans que je suis dans l'immobilier. J'étais donc auparavant 8 ans salariée en tant que négociatrice et ensuite, il y a 18 ans, j'ai créé avec mon mari notre première agence. Aujourd'hui, on a 19 agences en Alsace et on est spécialisé dans la transaction, la location, la gestion et le syndic de copropriété. À côté de ça, nous faisons également du courtage bancaire. Donc, nos agences s'appellent Christ et Claus Immobilier et courtage bancaire Varlo Courtage. Et accessoirement, nous vendons également du neuf par le biais de partenariats et également vente et location de biens de prestige. Merci Christelle. Oui, il y aura un replay pour le chat. À toi, Philippe. Bien, bonjour à vous tous. Ravi de participer à cette web. Le son, par contre, on ne t'entend pas bien, Philippe. Ah, vous m'entendez mal? Là, on t'entend mieux. C'est mieux. Donc, je disais que j'étais ravi de participer à cette webconférence. Et c'est ça que tu voulais entendre deux fois, en fait, Alain, que j'étais ravi de participer à cette webconférence avec Amaury et Christelle. Je dirige le réseau Capifrance depuis bientôt 13 ans. Et j'ose pas le dire, mais ça fait plusieurs décennies que je suis dans le monde de l'immobilier parce que sinon ça va me vieillir. Et j'ai passé presque 30 ans dans la direction de réseaux d'agences et j'ai la particularité de connaître l'univers des agences immobilières, des réseaux nationaux et des réseaux de mandataires. Et mon terrain de jeu est la France métropolitaine et les départements d'outre-mer. Merci Philippe. Amaury. Bonjour à tous. Amaury Deloriol. Moi, j'ai créé une agence qui s'appelle César Brutus que j'ai créée en 2012. J'avais 24 ans. Aujourd'hui, j'en ai 39. Et on évolue sur plusieurs métiers. Transactions, on a une centaine d'agents. De la gestion locative, du syndic, du financement, du courtage en travaux, avec une volonté d'avoir une approche très périphérique et de travailler en synergie au service des clients. Voilà, avec un petit côté impertinent dans notre com qu'on revendique et un grand esprit d'indépendance. Parfait. N'hésitez pas à aller voir sur les différents LinkedIn, les différentes vidéos auxquelles Amaury fait référence. En tout cas, ce qui est intéressant dans cette webconférence ou ce qui va nous différencier, j'espère qu'on va vous apporter un maximum de valeur, c'est de la data, j'espère en tout cas la plus intéressante ou pointue possible, croisée avec des témoignages authentiques d'agents immobiliers qui connaissent leur métier et qui ne sont pas langue de bois. Donc, c'est ça qui nous intéresse, nous, ici et maintenant, en tout cas, pour les gens qui nous regardent ou qui nous écoutent. Bien sûr qu'on a un sommaire en 4 points. D'abord, on va regarder assez rapidement quand même un constat au niveau national et au niveau régional avec un titre qui dévoile un peu la couleur du premier chapitre. Ensuite, on va regarder qu'est-ce qui a pesé sur cette reprise-là. Bien sûr, après avoir constaté ça, on regardera vers où on va en 2026. Et puis, on a gardé un dernier temps, évidemment, pour que vous puissiez échanger avec notamment nos intervenants et qu'ils puissent nous livrer, s'ils le veulent bien,
quelques levées d'actions, quelques stratégies, quelques bonnes pratiques, leur vision aussi de comment réussir et bien performer en 2026. Quand on rentre dans le vif du sujet avec un titre qui dévoile déjà qu'il y a une reprise, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle après 3 années de turbulence et de baisse de transactions. On va le voir sur cet écran-là, où notamment, vous voyez bien ce pic là en 2022 à 1 200 000 transactions, et puis quasiment moins 40% de transactions, encore moins 28% de transactions par rapport à 2022 aujourd'hui. Mais vous voyez cette courbe rouge où il y a une reprise donc, qui est maintenant a eu lieu, bien sûr moins forte que ce que tout le monde attendait, moins forte sur 2 temps d'ailleurs, 2 temps forts, moins forte parce qu'on pensait que évidemment ça allait être plus massif, comme notamment volume de transactions, et puis aussi une période comme le printemps où normalement il y a un redécollage, ou en tout cas ça reprend de l'ampleur, et la reprise a plutôt été en demi-teinte sur le printemps. Donc cette courbe rouge, c'est les transactions, et les petits points que vous voyez en noir, qui nous proviennent depuis maintenant plus de, ça doit faire 15 ou 17 ans, de chez Meilleures Agences, sont les promesses de vente qu'on a à notre disposition, qui sont enregistrées sur le site de Meilleurs Agents avec nos clients partenaires. Donc, ce qui nous permet, plutôt que d'avoir des actes, d'avoir très tôt une tendance qui nous amène donc à dire que d'abord, il y a une reprise, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, qu'il y a une reprise significative puisque on projette le nombre de transactions au 31 décembre ou au 1er janvier 2026 à 925 000 transactions. Mais en tout cas, on se projette sur plus de 8% de transactions, bien que ce soit très disparate selon les régions. Si je veux faire 2 grands écarts, et on verra ce que nous disent nos intervenants sur leur région, mais on peut avoir du plus 15 peut-être ou plus 17 en PACA et du plus 4 à Paris. Donc, on est sur une moyenne nationale ici et on est bien sur une reprise. Donc, le pire, même si le pire est derrière nous, bien qu'à 2 ans maintenant ou à 18 mois, on ne sait pas trop, et il y a eu beaucoup de cycles ou de changements, en tout cas de direction, beaucoup plus rapides que par le passé, où souvent il y avait comme ça un mouvement ou un trend qui était assez long. Aujourd'hui, j'entends souvent, bon, on ne sait pas trop, donc on prend tant qu'il y a à prendre et on prend ce qu'il y a, et on verra demain. En tout cas, beaucoup sont fatalistes comme ça. Mais il y a bien cette reprise qui a lieu, avec un regain d'activité, une stabilisation, en tout cas autour de ces 900 ou 930 000 transactions. Voilà, je vous laisserai parler des incidences ou des différents rentrées politiques et rentrées de septembre, si vous le souhaitez, tout à l'heure, pour voir si ça a une incidence sur votre business. C'est ce que je vous disais sur le nombre de transactions au printemps, où on attendait un rebond beaucoup plus fort, et il n'a pas eu lieu. Donc, est-ce qu'il va être déporté un peu sur août, sur certaines régions, ou sur septembre? On verra au 31 septembre ce que ça donne. Mais en tout cas, on n'a pas eu ce rebond qu'on attendait fort, en tout cas, au printemp. Sur les prix, qui sont un élément important, je vous redonne l'explication, en tout cas, des couleurs qui sont ici. Vous avez un indice des prix immobiliers, donc qu'on sort évidemment chaque mois. Donc en bleu, vous avez Paris, et puis en rouge, les 10 plus grandes villes de France, en jaune, les 50 plus grandes villes de France, et puis la moyenne qui est de plus 0,8 sur cette année pour la moyenne France, et dans le rural, plus 3,5 d'évolution de prix. Ça veut dire que les prix ont arrêté de baisser, et dans certaines régions, eh bien, on voit qu'il y a une reprise des prix. On verra si c'est plus 1, plus 2, mais il y a une reprise à la hausse. On verra ce que ça donne sur vos marchés. Ça, c'est nos chiffres nationaux. Et puis, encore une fois, selon les régions, ce n'est pas la même hausse ou baisse ou stabilisation des prix. Et surtout, il faut rajouter aussi que ça dépend bien évidemment du type de bien. Ce n'est pas à vous que je vais apprendre qu'un bien qui est très demandé, qui est au prix, ça m'étonnerait qu'il baisse. Et un bien qui a beaucoup de défauts, dans un marché actuel aujourd'hui, forcément qui va baisser plus fortement. Quand on regarde cette baisse de prix sur les grandes villes de France, on voit que 65% à peu près des villes repartent. Alors en vert, c'est à la hausse. Je n'ai pas eu le temps de changer entre le vert et le noir à Maury, parce que c'est vrai qu'on a 2 couleurs qui peuvent nous induire en erreur. Donc les verts, c'est 2025, et les blancs, c'est 2024. Donc on voit bien
que sur 65% des villes, il y a une hausse des prix qui repart, sauf à Rennes, dans une moindre mesure à Lille et très légèrement à Nantes. Ce qui est intéressant de regarder maintenant, à la lumière un peu de cette grande photographie un peu nationale sur le constat 2025, c'est de regarder dans vos régions qu'est-ce qu'il en est de votre marché, qu'est-ce qu'il en est en ce moment, et puis si on voulait répondre peut-être directement sur y a-t-il une hausse des prix dans vos villes à vous, et puis comment est votre marché aujourd'hui. On démarre comme vous voulez, soit on démarre par Lyon, soit on démarre par Strasbourg, soit on démarre sur France, comme vous voulez. Moi, je vous ai dans l'ordre, j'ai Amaury, Christelle et Philippe, comme ça. Si vous voulez, on démarre dans cet ordre-là. Amaury, qu'est-ce qu'il en est sur un retour de la hausse des prix dans les grandes villes? Qu'est-ce qu'il en est à Lyon? Comment tu vois ton budget? Qu'est-ce qu'il en est? Moi, j'aime beaucoup l'analyse annuelle ou semestrielle parce que ça donne des tendances. Il est vrai qu'à Lyon, on a une hausse de prix. Moi, je vais plutôt parler d'une sorte de stabilité. Sur le premier semestre, le premier semestre 2025, on a un panier moyen à 283 000 euros, alors que sur le dernier semestre 2024, on avait un panier moyen à 281 000 euros. Donc, c'est quasiment flat. On n'a pas une hausse énorme sur ces deux semestres entre le dernier 25 et le dernier 24 et le premier 25. Par contre, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que là, sur les chiffres en cours du deuxième semestre, on a un panier moyen à 291 000 euros. Et là, 10 000 euros de panier moyen, c'est pas anodin sur près de 300 000. Ça veut dire quelque chose. Donc oui, il y a une petite remontée des prix. Attention, vigilance, on en parlera peut-être après sur les avenants ou le suivi, où il y a aussi d'autres indices sur lesquels il faut être très, très regardant. Mais une petite remontée des prix et il y a un délai de vente qui s'allonge un petit peu aussi. Ça aussi, c'est des points dont on aura l'occasion de discuter, je pense, tous les quatre après. Mais si ta question est est-ce que les prix remontent à Lyon? Bon, 1 000 euros sur un prix moyen sur 12 mois, c'est pas énorme. Mais quand on voit le deuxième semestre, oui, il y a une petite remontée des prix qui ne rattrape pas toutefois les prix avant crise. 2022, le panier moyen, c'était 348 000 euros. Donc, on a une chute de 23% entre aujourd'hui et 2022. La crise n'est pas digérée, mais on arrête de tomber. C'est déjà pas mal parce que Lyon est beaucoup tombé. Christelle, qu'est-ce qu'il en est sur Strasbourg et sa région? Alors, sur Strasbourg, je vais parler de toute l'Alsace parce que voilà, c'est assez large. Alors, les prix n'ont pas vraiment augmenté. Par contre, les prix affichés, oui, puisque la rentrée de mandat, même si on rentre des quantités de mandat, reste plus tendue. Le panier moyen a aussi augmenté à plus de 300 000 euros nous concernant. Retour les primo-accédants sont revenus en force grâce au prêt à taux zéro. Second accédant, on en a plus parce que, en fait, toutes les personnes qui ont laissé en attente leur projet sont revenues. Donc, c'est assez positif. La baisse des taux d'intérêt a eu un impact. Par contre, voilà, délai de vente entre la mise en vente et le compromis de vente est passé, on est passé à 2-3 mois de délai de vente, ce qui reste cohérent. Par contre, délai de vente entre le compromis et l'acte, on a perdu 1 mois. Là, on est passé à des actes entre 3 et 4 mois, alors qu'avant, on était sur 2 mois maximum. Donc, dossier plus tendu, plus compliqué, les décisions sont plus longues, les gens sont assez réfléchis avant de s'engager à signer un compromis de vente. Donc, chez nous, on va dire que les prix restent quand même assez stables. Ça monte pas haut, ça baisse pas fortement, mais voilà, c'est une reprise tout douce, mais par contre, je pense que c'est peut-être plus pérenne dans la durée. Donc, plutôt, je vois ça positivement. Au moins, ça fait moins de fluctuations. Ok, très bien. Philippe, sur cette question générale ou sur, est-ce qu'on constate de la hausse des prix en général? Alors, nous, on a une lecture nationale. Donc, sur la partie prix qui est l'objet de ta question, nous, depuis le début de l'année, sur un peu plus de 7000 actes que nous avons enregistrés, on est sur une augmentation de plus 3,3%, avec un prix moyen à 245 000 euros versus 237 000 l'année dernière à la même période. Alors, comme tu l'as indiqué, le marché français n'est pas complètement homogène d'une région à une autre.
et d'un type de bien à un autre. Il faut être prudent quand on donne des moyennes, mais c'est quand même une tendance générale. Sur les tendances générales, augmentation du nombre d'affaires en stock, 7% de rentrée de pardon, pas de stock, de rentrée de mandat, 7% de mandats supplémentaires rentrés par rapport à la période de l'année dernière, et plus 15% de compromis signés au premier semestre, et plus 8 depuis le 1er juillet. Donc, comme tu l'indiquais, la reprise, enfin le dynamisme de la reprise semble s'essouffler un peu. Mais on sait qu'on compare une période de début d'année qui était très mauvaise l'année dernière, donc quelque part, heureusement qu'on fait franchement mieux, à un marché qui a redécollé à partir du printemps 2024. Donc on est sur des tendances beaucoup plus comparables. Donc effectivement, a fortiori dans ce contexte politique intérieur et extérieur un peu compliqué, le marché se comporte malgré tout assez bien. Ok, très bien. J'ai envie de vous poser plein de questions, mais parce qu'évidemment, vous nous incitez à ce que, en racontant votre vision, à vous poser des questions sur les mandats, les délais de vente, les avenants. J'ai entendu Amaury. On va y revenir évidemment dans un autre temps, juste après, en réalité. On voulait aborder aussi, quand on fait cette photographie générale de l'immobilier évoqué. Alors, on a les primo-accédants, on a entendu quelque chose avec Christelle sur reprise avec le PTZ, on a des secondo-accédants, on a des investisseurs que pour beaucoup, on a perdu dû à évidemment une absence de législation claire ou de fiscalité claire en tout cas, et souvent ça représente au moins 15% du business. Mais on a aussi si on prend en amont nos amis, enfin en amont, si on prend la location, vous êtes tous les trois en tout cas acteurs sur l'ensemble des métiers de l'immobilier. J'ai entendu location, gestion, syndic, transaction dans l'ancien, neuf. Donc, on a un sujet avec, pas seulement d'ailleurs les jeunes générations, quand on a eu les rentrées universitaires ou scolaires, là, mais en tout cas, on a un sujet avec le marché locatif, le marché du neuf, plus largement. Amaury, ton point de vue sur qu'est-ce qui se passe sur les loyers, est-ce qu'on est évidemment sur ce marché tendu? Pourquoi? Comment? Quel est ton avis en tout cas sur les loyers, cette hausse et peut-être le marché du neuf en général, quoi? Sur le marché du neuf, mon avis, il est que la situation est catastrophique. Le nombre de permis, le nombre de débuts de chantier, le nombre de livraisons, il est famélique. Sur la région lyonnaise, mais je crois que c'est national, mais à Lyon, c'est vraiment indigne d'une métropole en termes de renouvellement de l'urbain. La métropole lyonnaise, ça gagne à peu près 10 000 habitants par an, par la croissance démographique, par l'évolution des âges. Et on construit à peine 2000 logements par an, sachant qu'il faut aussi renouveler les vieux logements qui parfois deviennent inhabitables pour cause de travaux. Donc ça, le compte n'y est pas. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que l'offre locative, elle a chuté. On a perdu 21% d'offre locative à Lyon. Donc ça crée un bouchon devant chaque appart, une tension qui fait qu'il y a une... S'il devait y avoir une crise sociale qui a du sens, ça serait sur le logement. Parce que quand on ne peut pas loger les gens par le loyer, parler de l'achat de la résidence principale ou l'investissement, ça devient presque secondaire. Donc là, on a un problème. Les loyers continuent de monter parce qu'il y en a de moins en moins. Malgré l'encadrement des loyers et tout, ça n'empêche pas. Il faut créer de l'offre pour que des loyers baissent. On a ce problème. Et puis, on a en plus perdu des biens avec les DPE. Alors moi, je suis pour des bâtiments qui soient moins énergivores, etc. Par contre, je ne suis pas pour les changements de DPE tous les 5-6 mois qui font que les investisseurs ne savent plus ce qu'il faut faire, que le bailleur est perdu, le statut du loueur meublé professionnel, du meublé, du nu, c'est un problème. On avait des annonces récentes du gouvernement, on verra si le statut du bailleur privé va être retravaillé, mais il y a un problème sur les loyers, il n'y a pas assez de neuf, et je finis là-dessus, parce que je ne veux pas être trop long, mais il y a une époque où moi je rentrais 100 à 160 mandats de gestion par an, et on est une agence locale, issue du logement neuf. Cette année, depuis janvier, j'en ai rentré 6. Donc, c'est catastrophique. Heureusement, on ne rentre plus que il n'y a quasiment plus d'investisseurs neufs sur le marché lyonnais. C'est bien d'avoir fait le distinguo. Souvent, parfois, on mélange, enfin pas vous et pas ceux qui nous écoutent, mais souvent on mélange crise immobilière et crise du logement. Il y a bien une crise du logement.
le séparer de la crise immobilière, on voit bien qu'il y a une reprise des transactions et que de toute manière, sur les 30 dernières années, il y a toujours au moins eu 600 ou 700 000 transactions, entre guillemets, et que normalement, nous, on estime à un volume normal de transactions aujourd'hui à plutôt 1 million. Donc, ça veut dire qu'il nous en manque quand même 100 000, mais on estime le marché français autour d'1 million, peut-être si le statut de bailleur privé est conduit, j'allais dire reconduit, mais est entériné en tout cas. Et puis, si voilà, un certain nombre de choses se mettent en place, mais notamment ça, puis ce que vous disiez, libérer certainement des terrains, des permis de construire. Voilà. Christelle, toi aussi qui fais de la location, qu'est-ce que ça dit chez toi, ce marché? Alors, le marché est bloqué. Alors, ça va mieux depuis l'année dernière. Par contre, on a quand même un constat, c'est que bon, les loyers ont augmenté, en tout cas pour certains. Les locataires ne partent plus de chez eux parce que ils n'ont pas les moyens d'acheter. Les étudiants gardent leur logement alors qu'avant il est libéré, ça crée quand même une rotation. Les étudiants partent plus, du coup les étudiants ont beaucoup de difficultés à se loger. Et clairement, oui, on a moins de relocation. Par contre, on a un phénomène, c'est qu'on n'a jamais autant rentré de gestion que cette année, parce qu'on a beaucoup de bailleurs fatigués, des locataires hyper exigeants, qui n'arrivent plus à gérer, enfin même qui nous sollicitent pour gérer également la rénovation de leur logement. Donc, côté positif, on rentre plus de gestion, mais globalement, il y a quand même moins de relocation. Donc, on arrive à maintenir notre chiffre parce qu'on rentre des nouvelles gestions. Sinon, oui, c'est tendu. Et à côté de ça, on a aussi quand même pas mal de propriétaires qui ne quittent pas leur logement. Ce sont des logements qui auraient pu être aussi en location, mais tant qu'ils n'ont pas trouvé, c'est bloqué. Donc, le manque de neuf bloque quand même pas mal de choses. Donc, il n'y a pas assez de logements, tout le monde reste chez soi. Juste compléter ce que dit Christelle, Alain, c'est qu'avant, on avait un taux de rotation, nous, sur Lyon, de l'ordre de 25% du parc locatif. Aujourd'hui, il est tombé à 17%, nous, sur le premier semestre. Donc, l'immobilier se fige. Les locataires ne déménagent plus. Les nouveaux arrivants sur le marché locatif ne peuvent pas rentrer. Il y a une situation figée à la base du marché immobilier global. Et je rejoins entièrement Christine, c'est un vrai sujet. Ok, je sais Philippe que tu vas certainement aller dans la même couleur de propos avec libérer le foncier. Oui, en fait, nous, on a une activité location-gestion qui n'est pas assez importante pour qu'on puisse en tirer des analyses précises sur le marché français. En revanche, on a une activité du neuf qui est assez importante, même si elle a considérablement réduit depuis 2 ans. Et on sait que le neuf, c'est un temps long. Donc, avant qu'on ait de nouveaux logements à proposer à des investisseurs, on va attendre un bon moment, puisque l'année prochaine, je rappelle qu'on va rentrer dans une période d'élection municipale et les maires sortants vont hésiter évidemment à signer des permis de construire. Donc, ça va apporter de la difficulté à une situation complexe. Tout ça n'est pas de bon augure. En préparant cette webconférence, j'ai regardé l'évolution des ventes de T1 qui sont traditionnellement plutôt achetées par des investisseurs. Entre 2023 et 2024, on a eu une baisse de vente de T1 de 17%. C'est important, ancien, neuf confondu. Et depuis le début de l'année, on a de nouveau une baisse à nouveau de moins 7%. Donc on voit bien que les investisseurs ont quitté le marché immobilier en tout cas. Les investisseurs français, en tout cas, sont caractérisés par des profils qui veulent de la stabilité et de la sécurité pour investir. C'est des projets long-termistes. On ne joue pas en bourse, on s'inscrit sur la durée. Tous les dispositifs fiscaux sont sur plusieurs années. Et c'est vrai que l'instabilité législative avec des DPE qui changent en permanence, des primes rénov qui sont suspendues, etc., ne rassure pas les investisseurs. Donc ça, ce n'est pas bon pour le marché locatif. Et je terminerai en disant que ça fait plusieurs décennies, ça fait donc un bon moment qu'on dit qu'il manque des logements en France. On en construit chaque année, pas suffisamment pour que justement on réponde à la demande et que tout ça ait un impact sur les prix. On sait que c'est toujours un équilibre entre l'offre et la demande. La demande est là, l'offre se raréfie, donc les prix augmentent. Ça, c'est pas bon pour l'acheteur final. Merci Philippe. Alors, plein de choses encore une fois intéressantes sur lesquelles il faudrait qu'on puisse rebondir. Notamment, vous avez évoqué les changements de classification de DPE
Alors, il y a deux phénomènes, vous nous direz tout à l'heure, parce qu'on va regarder ce qui a pesé sur la reprise là. Mais il y a certainement plusieurs facteurs. Il y en a un auquel je pense, je ne sais pas ce que ça va donner en 2026, mais il y a entre 700 et 800 000 certainement passoires thermiques, entre guillemets, qui vont changer de statut. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'ils vont être remis à la vente? Est-ce que ça va libérer de la location? Pour moi, c'est un point d'interrogation. J'en sais rien, mais en tout cas, il y a un fait qui, depuis le 1er janvier, libère de la place. Non pas par non-envie d'être dans une rénovation énergétique des bâtiments, mais c'est uniquement une cause financière, me semble-t-il. En tout cas, qu'est-ce qu'il y a sur cette reprise où il y avait un espoir avec la détente monétaire des taux amorcée en 2024 d'avoir un retour des acquéreurs et du business beaucoup plus fort. On pense évidemment en ce qui a pesé sur cette reprise, c'est les taux, bien évidemment, avec alors les taux, bien sûr, quelque chose dont on parle peu, mais il doit y avoir un phénomène qui s'appelle la confiance des ménages, ou en tout cas peut-être une combinaison des deux. En tout cas, sur les taux, sur des vendeurs ou des acheteurs qui étaient attentistes, en tout cas, et je mets entre parenthèses que j'ai lu ça en diagonale, le poste sur lequel tu as rebondi, Philippe, sur l'ancien gouverneur de mémoire de la Banque de France. Mais en tout cas, les signaux qu'on a, nous, les indicateurs sont, si la courbe avait continué à descendre, en juillet, on aurait été en dessous des 2,9%. Ça ne s'est pas produit et les taux repartiraient plutôt à la hausse. Pour une raison simple, normalement, c'est que quand l'inflation est maîtrisée, on annonce autour de 2, il n'y a aucune raison de maintenir ou en tout cas de faire un effort sur les taux. En tout cas, nous, ce qu'on a de la part de nos banques, des indicateurs de nos équipes de data scientists, c'est plutôt une hausse des taux à 3,25 ou 3,50 selon ce qu'on emprunte, selon la durée, mais en tout cas plutôt ça. Donc, les vendeurs qui étaient attentistes ou les acheteurs qui étaient attentistes, j'aurais pu le dire en intro, mais c'est un vrai moment de vendre et d'acheter en ce moment pour plein de raisons. Mais en tout cas, pour nous, c'est ce seuil-là des taux sur lequel on va vivre l'année 2026, sachant que ceux qui n'ont pas acheté et qui partent sur une page blanche, les primo-accédants notamment, est-ce que ce n'est pas des taux plutôt normaux d'être aux alentours des 3 par rapport à ceux qui ont du mal à digérer le fait qu'ils ont eu du 1, du 1,5, du 2, et ceux qui ont acheté récemment, on va le voir tout à l'heure, pour la revente, c'est peut-être un peu compliqué. Mais en tout cas, sur les taux, voilà ce qu'on dit nous aujourd'hui. La photo, elle est plutôt sur du 3,25 et ça ne passera pas en dessous des 3. Donc, il y a un signal là important qui devrait déclencher ou en tout cas des mises en vente ou des achats. Néanmoins, un autre indicateur qu'on met en place qui s'appelle l'indicateur du pouvoir d'achat. Je rappelle à tout le monde comment on le calcule. C'est on regarde sur une année quelle a été la hausse des salaires, s'il y a eu hausse des salaires, quelle a été la baisse des prix ou la hausse des prix, et quels sont les taux en vigueur. Et là, donc, entre septembre 2023 et septembre 2025, il y a eu un gain au national de plus 7 mètres carrés pour les acquéreurs. Donc, quand on gagne du pouvoir d'achat en mètres carrés, 7, et qu'on a des taux qui sont plutôt normaux, si on a un projet immobilier, il n'y a normalement aucune raison de ne pas le faire. Je vous laisse rebondir sur les taux, est-ce que ça, vous sentez ce phénomène où vous sentez que, il y a eu, qu'on en est plutôt là. Est-ce que vous avez des vendeurs qui étaient attentistes? Est-ce que ça rebondit sur le fait qu'il y ait des durées de vente plus longues parce que les biens ne sont pas au prix? Qu'est-ce que tu voulais dire sur les avenants tout à l'heure? Peut-être qu'on peut traiter ça maintenant sur à quel prix c'est affiché et un point de vue sur les taux. Tu veux que je commence? Oui. Allez, c'est parti. Amaury. Sur le graphique d'avant, on voit les taux. Je ne sais pas si on peut le revoir, si tu peux le remettre. Non, immédiatement. Moi, je bosse avec Bruno, qui est notre courtier. Il me dit en matière de taux, on fait tout sauf le taux du géranium. Le géranium, c'est quoi? C'est une plante qui va pousser, elle va être très belle, elle va redescendre, elle va être très moche et elle va repousser. Et en fait, l'idée, c'est quand on voit le bout de la courbe, là, à partir de janvier 25, que ça aussi, entre 3,25, 3,30, 2,95, mais qu'on reste sur des peu faibles oscillations, le marché est capable de gérer ça. Nos agents, ils sont capables.
Ce qui est très compliqué, regarde, quand on voit en janvier 23, quand les taux remontent, finalement, à mi-24, on est plus faible qu'aujourd'hui. Et pour autant, la crise, à ce moment-là, en volume et en prix, elle est catastrophique. C'est les changements brutaux qui font du mal. Tu vois, c'est le manque de linéarité un peu et de projection. Donc, là, on voit bien que depuis janvier, on a une courbe molle à la hausse ou à la baisse et qu'on n'a pas d'écarts très forts qui vont polluer le marché. Donc moi, j'aurais tendance à dire que sur cette partie-là, si je n'ai pas de courbe de vie trop forte, je sais travailler là-dedans, je sais l'expliquer. Voilà. Après, je laisse un peu revenir mes collègues dessus, puis après, je parlerai avec grand plaisir des avenants, des offres et des mandats. Ok. Si vous êtes d'accord et que vous partagez le constat, si vous avez quelque chose à ajouter, n'hésitez pas. Sinon, on poursuit. Ouais, sur les taux. Il y a un gros écho là. Sur les taux, je pense qu'il ne faut pas laisser penser que la normalité, c'était 1%. Moi, je pense que c'était anormal d'avoir des taux 1%, parce qu'à 1%, les banques ne gagnent pas d'argent et ce sont des commerçants comme les autres. Je ne vais pas les défendre particulièrement, mais ce n'est pas anormal de prêter pratiquement à perte. Et si on regarde, encore une fois, dans le rétroviseur des années 10-15 ans en arrière, 3%, c'était un super taux. Donc moi, ça ne me paraît pas anormal. Et l'inflation a été quand même très jugulée, hein, parce que c'est ça qui a beaucoup joué aussi en 2023. Donc moi, je trouve que des taux à 3%, c'est à peu près normal. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu aussi le comportement des banques. Parce qu'il y a les taux d'intérêt, mais il y a la capacité de la banque à accepter de financer tel ou tel projet. Ils ont réouvert les robinets en 2024, alors qu'en 2023, ça a été compliqué. On a eu le taux d'usure aussi, et tout ça qui est venu brouiller un peu les pistes. Et puis, je pense que ce qui nous a profité aussi, c'est des reports de projets. Parce qu'il y a des projets qui sont contraints, une succession, une communauté qui doit être dissoute. Voilà, donc il y a des projets qu'on ne peut pas différer, puis il y a des projets qu'on peut différer. On n'est pas obligé d'acheter une résidence secondaire absolument cette année. Et si on voit que les taux d'intérêt ne sont pas très bons, etc., on peut différer. Et donc, on peut différer, mais à un moment donné, bon, on y va. Donc, je pense que tout ça nous profite et qu'il ne faut pas attendre en 2026 à des baisses de taux, en tout cas, si jamais il y en avait des baisses de taux significatives. Et je ne pense pas non plus qu'il y aura des taux qui vont remonter de trop parce que l'économie européenne ne va pas très, très bien. Et si on veut soutenir l'investissement dans une économie, il faut des taux qui soient relativement faibles. Exact. Et vous savez bien que quand en plus les taux commencent à baisser un peu, ça empêche un peu les prix de baisser et les prix remontent aussi un peu. Donc, s'il y a un moment pour acheter, c'est maintenant. J'hésite à deux choses là. Soit je vous relance sur un sujet, soit Christelle ? Oui, sur les taux, moi, je suis assez d'accord. Enfin, moi, je trouve que les taux sont positifs. Hein. La confiance des ménages est quand même revenue à ce niveau-là. Donc, ça reste quand même des taux faibles. Et je suis assez d'accord avec Amaury. La fluctuation qu'on a eue ces dernières années a fait que ça a complètement déstabilisé le marché. Là, on a enfin une stabilité. Les taux sont quand même plus bas que l'année dernière, ce qui a quand même une incidence sur la reprise du marché depuis le début de l'année. Après, on voit aussi un nouveau phénomène, c'est sur la renégociation de crédit. Comme nous, on a une société de courtage, les crédits quand même sont de plus en plus renégociés. On a quand même un peu plus de pouvoir d'achat et les banques ont ouvert les vannes. Donc, ce qui veut dire qu'elles sont plus enclins à faire passer des dossiers qu'auparavant. Donc voilà. Après, l'apport doit toujours être du montant des frais de notaire, mais globalement, il y a quand même plus de dossiers qui passent. Donc, ça a quand même libéré les ventes. En effet, les banques, elles ont réouvert les robinets à nouveau aussi dans cette captation de clients dont elles ont besoin. Mais en tout cas, les clignotants sont ouverts. Et je pense que vous avez raison. Les Français commencent à s'habituer, pas tous encore, à ce que ça va naviguer dans ce 3, 3,20, 2,95, 3,15, 3,20, 3,25. Et auquel cas, ils ne s'attendent pas à des hausses très fortes ou des baisses très fortes. Donc, quand il y a un projet maintenant, il n'y a aucune raison de ne pas le faire si c'était ça l'élément bloquant. Je vais rajouter un petit sujet, après je vais vous réinterroger sur plein de choses, mais je vois que le temps passe. Quand on dit qu'est-ce qui pèse sur cette reprise, d'un seul coup il y avait les taux. Nous on a noté quelque chose qui peut paraître à l'écran peut-être un peu complexe, mais on a noté pour les secondo-accédants la notion de dimension patrimoniale entre guillemets ou de perte de valeur immobilière. Avec les taux et les prix actuels, on a pris Paris, mais ça peut être Lyon. On va voir si ça marche à Lyon. Les logements achetés après 2020 se revendent dans la plupart des cas
avec souvent une perte. Alors, je vais expliquer ça en 2 mots et après, on va regarder si c'est secondo-accédant, vous partagez ça. Qu'est-ce qu'il en est des investisseurs? Qu'est-ce qu'il en est des primo-accédants? On a vu qu'avec le PTZ, c'était mieux. Et qu'est-ce qu'il en est de nos investisseurs qui représentent normalement 15% du chiffre d'affaires ou au moins 10% du chiffre d'affaires d'une unité, d'une agence ou d'une organisation qu'on n'a plus dû évidemment certainement à la suppression du Pinel, à l'absence de fiscalité claire et à plein de trucs qui ont changé ou le LNMP qui s'est un peu dégradé. En tout cas, nous, on a repéré ça sur les secondo-accédants. Donc, on a pris Paris et on le déroulera et on le proposera ça par ville pour voir si c'est significatif. Mais parfois, il y a un blocage dans la revente qui devrait se détendre justement en 2025-26 parce que les prix vont remonter peut-être un peu, en tout cas c'est ce qui se passera dans cette ville où on voit bien que entre 2015 en gros et 2020, si je revends, je fais 35% de plus-value en gros. Si j'achète en 2020 et que je revends aujourd'hui, je suis plutôt à moins 11%. Donc il y a une aversion à la perte là qui est difficile à digérer pour des secondo-accédants qui n'ont pas de projet urgent type ce que vous connaissez, c'est-à-dire une mutation impérative, un décès, une séparation, etc. etc. Et donc, ça a comme incidence, si on prend… Alors, évidemment, vous aurez le replay de tout ça. Je ne vais pas y passer beaucoup de temps, mais c'est intéressant d'avoir le mécanisme où, à un moment donné, sur un bien en gros de 400 000 euros, si j'investis mon investissement de frais de notaire, en gros, ou de l'ensemble de mes frais d'achat notaire et honoraires du professionnel de l'immobilier, si je revends 5 ans après, en gros, je vais avoir un capital restendu de 235 000 euros. Donc, je suis à plus 370 en gros. Donc, une très bonne opération quand j'ai acheté entre 2015 et 2020. Si je fais la même opération, c'est la courbe rouge, entre 2020 et aujourd'hui, et ben, si je fais mon calcul, je suis à cette fois-ci à moins 5% et à 47 000 euros entre guillemets de perte, parce qu'on pourrait dire aussi que si j'ai mis des loyers à fond perdu, si j'étais resté locataire, ce n'est pas une perte. Et donc, pour des secondo-accédants qui veulent s'agrandir, je vais avoir besoin d'un apport beaucoup plus grand. Et si je suis dans la deuxième configuration et que l'apport qu'on me demande minimum nécessaire, plus mes frais d'agence pour un T3 d'environ 75 mètres carrés est de 91 000 euros, et ben c'est pas pareil que quand je suis sorti avec 235 000 euros. Donc, j'ai un souci, en tout cas, pour le secondo-accédant qui revendrait très récemment. C'est pas nouveau, hein. On sait très bien que quand on revend en dessous de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, d'ailleurs, c'est 5 ans pour Paris, on l'a ici dans le détail, c'est 5-6 ans pour Paris en gros, mais au national, ce n'est que 3 ans de mémoire. Donc ça, c'est sur la capitale, entre guillemets, et en effet, sur la France, la perte se limite aux acquéreurs qui auraient acheté sur les 3 dernières années. Donc, il peut y avoir ce calcul psychologique bloquant qu'il y a eu l'an dernier, et jusqu'à maintenant en tout cas, sur ceux qui devraient revendre dans les moins de 5-6 ans ou les moins de 3 ans, sur lequel, s'ils font leur calcul et s'il y a un rachat derrière, il peut y avoir un souci de financement à un moment donné, ou alors une aversion à la perte qui est dure à libérer. Donc, s'il n'y a pas d'urgence, je ne vends pas tout de suite. Donc, il y a des biens qui vont se libérer petit à petit sur 2026-2027. À retenir, une reprise moins forte qu'attendue, mais il y a une reprise, on l'a vu, avec des prix qui repartent de façon modérée. Encore peut-être quelques freins sur j'ai pas digéré de me mettre au prix de marché, j'ai peut-être pas encore entériné totalement que les taux seraient toujours autour de 3 et que ça va pas baisser beaucoup. Et avec une équation pour ceux qui ont racheté dans les moins de 5 ans de frein un peu si je vends pour racheter. Et puis ce marché locatif, on l'a vu, toujours sous tension. Je voudrais vous interroger avant qu'on rentre vers les perspectives. On a vu que ou alors, je termine les perspectives et on fait les questions tout à l'heure. Ouais, on peut faire un groupe de questions tout à l'heure sur qu'est-ce que vous mettez en place, là, je reviendrai sur si les biens ne sont pas au prix, les avenants comme indicateur, les durées de vente, etc. Peut-être juste terminer, après je vous laisse la parole, sur les perspectives 2026 et vous nous les donnerez. Donc, on a vu tout ça, sachant que toute la journée, on entend à la télé dégradation des notes de la France si malheureusement on est branché sur des télés. A+, je vous rappelle que ça fait 16 sur 20 comme note. Et puis, je ne vais pas sortir les arguments qui pourraient paraître politiques, mais on n'est pas dans la situation de la Grèce. Les gens
s'il y avait une défiance sur les transactions, il n'y aurait pas plus 8% de transactions en France. Il n'y aurait pas la génération Z qui décide aussi de passer à la propriété pour commencer à capitaliser et à préparer leur retraite. Donc, il y a une situation économique avec des tensions, mais peut-être que ce n'est pas aussi noir qu'on veut bien nous le dire en tout cas. Par contre, la stabilité, elle est bien là. Il y a une dette, oui, certes, et il y a des grosses incertitudes concernant la politique du logement, puisqu'il n'y a pas eu de politique du logement depuis un certain temps, et qu'on attend avec impatience au moins le décret du bailleur privé. Note d'espoir quand même, c'est que pour 2026, on a vu que les conditions d'achat étaient plus favorables, 1 sur les taux, 2 sur les conditions d'achat avec restauration du pouvoir d'achat, un peu de hausse des prix qui va débloquer les secondo-accédants qui ont vendu récemment, des taux qui sont intéressants, des conditions d'octroi de crédit plus intéressantes, une estimation à 925 000 transactions pour fin 2025 et 960 000 pour 2025 avec ce nouvel équilibre. Je voulais terminer ça pour vous laisser au moins 20 minutes et aux questions et à qu'est-ce qui se passe dans vos agences. Est-ce que vous avez dû vous adapter? Est-ce que vous avez dû mettre des stratégies différentes en place? Qu'est-ce que vous constatez sur votre politique de stock? C'est-à-dire, est-ce que vous avez des mandats qui restent longtemps et qu'est-ce que vous avez mis en place? Qu'est-ce que vous constatez? Alors, je sais que c'est très large ce que je demande. Je vais essayer d'affiner au fur et à mesure, mais je voyais le chronomètre avancer et j'ai peur de qu'on ne puisse pas bénéficier de tous vos échos. Donc, on recommence dans l'ordre par Amaury sur le sujet que tu veux. Soit à un moment donné, on réattaque par quelle est votre vision et qu'est-ce qui s'est passé dans vos agences et qu'est-ce qui se passe en ce moment, avec notamment les avenants, les durées de vente qui se prolongent. Est-ce que vous avez moins d'acquéreurs? Est-ce que ça vous prend plus de temps pour les suivre? Est-ce que les équipes ont dû se réadapter? Est-ce que votre organisation a dû se réadapter? Comment vous allez faire et comment vous faites aujourd'hui? C'est très large, hein. Si vous arrivez à répondre, eh bien, merci. Alors, moi, je vais essayer de répondre, mais je vais choisir un peu les questions parce que là, je pense que tu étais parti pour m'en faire une liste longue comme le bras et après, on ne va pas s'en sortir. Je vais essayer de rester un peu focus sur l'analyse marché. Je vais donner quelques titres, bien entendu, avec ce que ça vaut. Mais si je regarde un peu comment on voit sur Lyon, comment ça évolue, les clients sont là, les vendeurs font confiance. Nous, on a pris quasiment 1000 mandats de vente, 975, donc c'est énorme pour nous. Et c'est le plus gros semestre de notre histoire sur début 2025. Donc les vendeurs sont là, ça c'est une certitude. Ils ont tendance à nous faire confiance plus que dans le passé, puisqu'on a un taux d'exclus qui est monté à 63%. Au vu, nous on a pas mal de débutants, de gens qu'on forme, donc 63 c'est un joli taux pour nous. Et avant, on était plus sur 2022, 2023, j'ai les taux, on était à 56%. Donc, les clients ont tendance à nous faire plus confiance. Je dirais même qu'ils ont besoin de nous. Pourquoi? Parce que j'ai une explosion en termes d'avenants. Toujours au semestre, on a pris quasiment 600 avenants, 599. Donc, les avenants, c'est souvent des baisses de prix. Et là, c'est le deuxième plus gros semestre en avenant de notre histoire. Et le premier qui était aussi gros, c'était 614. C'était en 2023 sur le deuxième semestre, donc un semestre de crise. Et ça, je dirais que ça doit nous alerter. Les vendeurs sont encore un peu ambitieux, et tant mieux. Ils nous font confiance, tant mieux. Ils ont tendance à nous faire plus confiance qu'avant. Par contre, ils sont aussi à l'écoute. On arrive à faire baisser les prix à partir du moment où on fait des R3 au bout de 2 semaines, 3 semaines de commercialisation. En tout cas, nous, c'est ce qu'on regarde. Mais je suis quand même un petit peu attentif. Il faut imaginer que sur le dernier trimestre 2024, on avait pris 333 avenants. Là, sur le premier semestre, excusez-moi, 25, on en prend 600. Pas loin du double. Donc là, il y a quand même… dire qu'on était très loin du ballon quand tu dis les vendeurs étaient ambitieux. Est-ce que ça veut dire… Non, moi, un vendeur, il est toujours ambitieux. Enfin, même en 2023, ils étaient ambitieux, ils étaient peut-être en retard sur le marché, mais un vendeur, il va toujours vendre cher, un acquéreur, il va toujours acheter moins cher. Ça, c'est la vie de l'industrie. Mais est-ce que ça veut dire que les équipes commerciales pourraient être encore meilleures en R1, en étant plus proches du prix de marché, ou de toute manière, non, ça ne passe pas. Il faut passer par du R1, du R2, de la pédagogie et du suivi vendeur. Non, moi, je suis pour l'accompagnement du client, pour cadrer une partie du choix avec lui. Je ne suis pas fan du prix coup de cœur parce que je trouve qu'il est dangereux, mais le marché, il bouge tout le temps.
Il y a des périodes de vente qui sont bonnes ou pas. Je pense que c'est plutôt un signe intéressant quand on voit que les clients sont à l'écoute et qu'ils font des avenants. C'est-à-dire qu'on les informe correctement, qu'on leur parle du marché. Et un avenant, ça peut être pas grand-chose, hein. Tu as un bien à 305 000, il vaut 295. Bah, le passer à 298, mécaniquement, tu changes de recherche chez les acquéreurs. Il y a des petites choses qui ont de l'importance. Sortir le garage du prix quand ça a du sens sur certaines zones de travail, ça aussi, c'est des avenants. Donc, je trouve que les clients sont à l'écoute. Au niveau des agents, un mandat de qualité où la personne vous fait confiance, même s'il n'est pas au super bon prix, que vous êtes d'accord pour après retravailler votre stratégie dessus, je dirais jamais qu'il ne faut pas le prendre, parce que je connais suffisamment d'agents qui ont pris des mandats chers, qui ont fait le bon volume d'avenants, qui ont gardé la confiance du client et qui ont fini par vendre. Hein, et si vous n'en voulez pas, il faut nous les donner. Nous, chez César Brutus, on les prend. Est-ce qu'Amaury, je peux interroger Christelle sur cette partie vendeur et Philippe? Et puis ensuite, on repasse sur les acquéreurs, par exemple. Christelle, sur les vendeurs, est-ce que toi, tu as beaucoup d'avenants? Est-ce que tu constates des choses comme ça où il faut travailler le mandat longtemps? D'abord, est-ce qu'on a les bons mandats en stock? Est-ce que ta politique d'exclusivité, elle est comment? Voilà, j'arrête parce qu'à chaque fois, je pose trop de questions. Il faut que tu remettes ton micro, Christelle. Là, tu n'as plus de micro. J'avais pas vu qu'on m'avait coupé le micro. Ok. Donc déjà, on a une stratégie d'exclusivité. On est à 80% d'exclusivité. Ça a toujours été. Donc là-dessus, on n'a pas baissé. Par contre, on a une politique de baisse de prix au bout de 3 semaines maximum si le bien n'est pas vendu. L'ensemble des collaborateurs font ce travail de point sur activité. On remarque quand même une baisse plus régulière des prix chaque mois. Ce qui est positif parce que ça veut dire que les propriétaires commencent à comprendre et nous écoutent. Alors malgré ça, on a quand même des négociations assez fortes au moment de l'offre. Donc ça, c'est assez nouveau par rapport à l'année dernière. Pour ça, en tout cas, on a bien sûr dû mettre en place une grosse stratégie de formation des collaborateurs. Clairement, il faut un gros suivi, une fidélisation de clients. On travaille un peu plus nos techniques de négociation. Faut en gros rassurer les propriétaires, mais en même temps pas tout accepter. De toute façon, si on n'est pas au prix de marché, ça se vend pas, il se passe rien. Donc voilà, on a un gros boulot à notre niveau pour faire bouger le marché. Par contre, Amaury parlait tout à l'heure des prix coup de cœur. Alors ce que je remarque quand même, c'est qu'on a de plus en plus de concurrents qui parlent de prix coup de cœur. Donc il y a indirectement quand même des hausses de prix à la prise de mandat parce que on a l'impression que le marché reprend et donc, comme par hasard, on remet des prix plus élevés. Ça bloque un peu, ça peut rallonger les délais, donc pas évident. On serait tenté de rentrer des mandats plus chers pour rentrer les mandats, mais ce n'est pas forcément la solution. Gros travail pour renégocier les prix assez fortement parce que sinon, ça ne sort pas. Donc, pour moi, la stratégie, c'est continuer à rentrer des mandats en quantité, en qualité, former les collaborateurs, toujours les former sur la bonne stratégie sur le marché. Donc, pas prendre tous les produits, mais prendre des produits qui se vendent, les rentrer au prix de marché, fidéliser les clients. Et puis après, rester quand même positif, avoir une bonne communication. Garder surtout le moral des troupes, des équipes, parce qu'en fait, faut à la fois, je pense, être convaincu que le marché va quand même bien et que tout va se vendre pour qu'on arrive quand même à vendre des biens. Donc, voilà. Donc, si les équipes sont formées et sont assez positives, déjà, ça fait déjà beaucoup. Alors, Christelle, toi, tu as répondu sur les vendeurs, les acheteurs, l'état d'esprit des équipes, la politique de l'agent. Alors, je suis très impressionné par votre taux d'exclusivité, 60-80%. On voit que c'est extraordinaire, en tout cas super, bravo. C'est le meilleur service qu'on peut offrir aux clients, donc parfait. Philippe, qu'est-ce qu'il en est sur les vendeurs? Et puis, si tu veux, tu peux commenter sur les acquéreurs et les équipes. Ouais. Alors, écoute, moi, je vais utiliser un mot qui n'est pas ultra positif et ultra glamour, mais je crois qu'on est sur une période de normalité. Alors que notre environnement n'est pas totalement, lui, dans la normalité. Nos clients, vendeurs, acquéreurs, hélas, ou tant mieux, j'en sais rien, sont habitués à vivre avec des guerres au bord de l'Europe ou un Moyen-Orient qui n'a jamais été aussi éruptif, une politique intérieure très instable.
Et malgré ça, j'allais dire la vie continue, heureusement. Mais pourquoi je dis normalité? Parce que je pense qu'on va s'orienter vers des marchés, et tu l'as dit, et votre étude le démontre, autour de 900-950 000 transactions. Et ça, c'est normal par rapport à la démographie française, par rapport au rythme des cycles de vente. On a des taux d'intérêt à 3%, bah, c'est normal aussi. Et puis quand j'écoutais Amaury et Christelle, que je rejoins à 100%, bah, on revient dans un métier où on reprend on a toute notre valeur ajoutée d'accompagnement de clients, vendeurs et acquéreurs, parce que Amaury le disait très justement, bah, un vendeur qui n'a pas d'ambition, c'est curieux, évidemment qu'on a envie d'en tirer le maximum. À nous de lui expliquer qu'entre ses intentions et le monde réel, il y a peut-être des éléments qu'il faut savoir apprécier, mais ça, il faut lui apporter des éléments de preuve. Je crois que la nouveauté par rapport au marché d'il y a quelques années, c'est qu'il va falloir davantage suivre les acquéreurs, parce que la denrée rare aujourd'hui, c'est plutôt les acquéreurs qui sont un peu azimutés, donc c'est important de bien mieux les suivre que certains ont pu le faire pendant quelques années. Et puis après, il y a les gens qui sont sur le terrain, les équipes au quotidien ont besoin évidemment d'accompagnement, de formation, d'outils aussi, parce que suivre les clients, ça a toujours été la difficulté de toutes les organisations commerciales, et notamment en immobilier, mais il y a des outils qui sont là aussi pour les aider à maintenir un lien relationnel avec leurs clients. C'est cet ensemble-là, et moi je suis, même si ça nous demande un peu plus de travail, je suis très content qu'on revienne sur des thématiques de négociation, de conseils, de suivi, de relance. C'est notre job, et on est payé pour ça. Parfait. Amaury, tu t'es exprimé que sur les vendeurs. Alors, c'est vrai qu'on a des questions sur les acquéreurs font des grosses négociations. Christelle l'a remarqué, je l'ai entendu aussi. Mais Amaury, si tu veux compléter, soit l'état d'esprit des équipes, le repositionnement ou la stratégie d'agence, est-ce qu'elle a changé? Les acquéreurs, comment on les traite? Je souris parce que je crois que je vais prendre les questions une par une. Il faut que je les note, hein, Alain. Ah non, mais ça me va bien. Sur les acquéreurs, c'est là où ce que dit Philippe est hyper intéressant, je rejoins. Nous, on n'a jamais eu autant d'acquéreurs, je dirais, en démarche. C'est le plus gros semestre de notre histoire en nombre d'offres d'achat. On a aussi une croissance de chiffre d'affaires qui est importante, hein, de l'ordre d'un peu plus de 20% projeté cette année. Pour autant, le marché lyonnais, il n'est pas dingo. Et comment je l'explique? Effectivement, un très bon suivi des acquéreurs. Alors, des choses qui ne sont pas glamour. Faut faire des tri-visites. Il faut appeler les agences partenaires, il faut appeler les agences traditionnelles, appeler les mandataires, appeler n'importe qui a un mandat qui correspond aux produits recherchés par votre client. Donc ça, je dirais que le suivi des acquéreurs, il est hyper important. En ville, c'est difficile, mais sur mes agents qui travaillent sur les extérieurs, je leur dis, mettez vos clients dans la bagnole. Pourquoi? Parce que vous allez passer 1 heure, 2 heures avec eux, vous allez faire des tours de maison, des tours de village, des tours de copropriété. Ça vous permet de faire connaissance, de créer la relation. Et moi, depuis 2023, je considère que c'est les agents qui maîtrisent les basiques de la relation de terrain qui font la différence. J'adore l'IA, la tech, on pourra en parler des heures, il y a plein de choses utiles, mais grosso modo, ça ne remplace jamais 1 heure dans un café avec un client qui vous trouve sympa et qui considère que vous l'écoutez. Pour moi, elle est là. Je considère que les agents qui vont au contact des gens, c'est l'autoroute du kiff. Ça marche. Et j'essaye de faire ça avec mes équipes. C'est de l'animation, c'est des événements, c'est rencontrer les gens pour de vrai dans un monde où tout est faux. Je pense que ça, c'est intéressant et c'est ce qu'on essaye de faire modestement sur notre territoire. Voilà, tu nous as dit beaucoup de choses. Oui, quand on a demandé s'il y avait des solutions magiques à ChatGPT, je crois qu'il nous a répondu de l'huile de coude. Je crois que c'est ça qu'il a répondu à un moment donné. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Christelle et Philippe? Amaury, je sais que oui. 200% d'accord. C'est tout ce que nous ne livrons pas dans nos packs. Hein. On livre plein de choses, plein d'outils, plein de services, plein de formations, mais l'huile de coude, on n'a pas les réservoirs. Mais c'est indispensable. Moi, en tout cas, je suis assez d'accord sur, de toute façon, le contact client. Après, je pense que je suis assez d'accord aussi avec Philippe. Il faut des outils, un bon CRM pour faire un bon suivi, mais rien ne remplacera l'appel client, le suivi client, le relationnel. D'ailleurs, on en revient aux fondamentaux, aux fameux basiques. Si vous ne gardez pas lien avec votre client, que ce soit le vendeur ou l'acheteur, il ne se passera rien. Les tri-visites, je suis totalement d'accord également. Il faut proposer une offre large, sans se perdre, bien sûr, former les équipes
Et puis après, voilà, c'est beaucoup de pédagogie, que ce soit de la part des équipes, rassurer les clients. Enfin, c'est un ensemble de choses. Mais le contact client va faire que ça peut marcher. Mais bon, voilà, les acheteurs, il faut quand même beaucoup les rassurer avant qu'ils se décident. Hein. Donc voilà. Après, sur l'intelligence artificielle, oui, c'est un outil d'aide. On peut utiliser ChatGPT pour une stratégie de négociation. Pourquoi pas? Si ça fait gagner du temps. Oui, moi je le conseille à mes collaborateurs. Après, tout le monde n'est pas pour, mais bon, ça peut faire gagner du temps. Et pendant ce temps-là, si on gagne du temps, on crée aussi, on se libère du temps pour fidéliser nos clients et passer plus de temps avec eux pour leur trouver le bien de leurs rêves. Donc on dit l'état d'esprit insufflé par les managers ou les dirigeants pour l'équipe et pour les clients, parce qu'il faut rassurer tout le monde et former les équipes, vous dites, revenir à son métier de base, c'est-à-dire l'intermédiation complète du vendeur, de l'acquéreur et tout le métier en réalité, toute la valeur ajoutée, c'est le deuxième point. Formation, troisième point. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a aussi ces nouvelles formations, pas nouvelles, mais il y a un peu l'IA, mais surtout, je pensais à la rénovation énergétique. Est-ce que vous sentez que ça a une importance d'accompagner son vendeur, son acheteur et de tout maîtriser, ou c'est pas si important que ça sur ce point-là là. Alors, Amaury et puis après Christelle peut-être, si vous voulez dire un point là-dessus, est-ce qu'il y a vraiment des blocages et de la plus-value sur je rassure un acheteur qui achète un bien qui est une passoire thermique, j'accompagne un vendeur à faire les travaux, je sais les chiffrer, ou ça c'est anecdotique? Moi, je crois qu'il y a de la plus-value à chaque fois qu'il y a de la peur à combattre. Donc aujourd'hui, faire des travaux, ça fait peur. Avoir un bon financement, ça fait peur. Nous, on a notre boîte de financement, on a notre boîte de courtage en travaux pour essayer d'avoir un package en local avec des gens qu'on connaît, qui soit complet pour accompagner le client. Il n'y a rien de forcé, mais ça permet de répondre à il y a besoin de se projeter, il y a besoin de se rassurer. Et puis aujourd'hui, de toute manière, ceux qui donnent le là, c'est les banques. Les banques, elles regardent les DPE projetés, elles regardent les travaux qu'on va faire. Donc, on ne peut pas passer totalement à côté de ça. Soit on l'a en interne, soit on l'a avec des partenaires. Mais c'est devenu quelque chose qui a un impact très, très fort. Même si parfois, c'est peut-être trop. Et encore une fois, les mouvements de DPE le rendent complètement illisible. Moi, je trouve que le DPE, il n'a pas de valeur, sauf qu'on est obligé de faire avec. C'est ça. Je crois que Philippe Acquiescet, tu veux rebondir dessus ou Christelle? Alors, moi, avec l'audit énergétique, on voit quand même que beaucoup de banques ne financent pas des dossiers à cause de l'audit énergétique. Donc, il faut leur apporter un accompagnement sur les travaux, soit en créant des partenariats avec des entreprises ou en ayant sa boîte interne. Mais clairement, sur l'aspect technique, il faut être beaucoup plus aguerri. Alors, on n'est pas obligé d'être des spécialistes des travaux, mais il faut apporter du conseil. Donc, aujourd'hui, si vous n'apportez pas de solution ni de conseil, en fait, vous n'aidez pas les acheteurs à se décider. Donc, c'est en ça où on peut les rassurer à ce niveau-là. Oui, alors, il y a aussi des gens qui recherchent des biens avec travaux, hein, mais tout le monde n'est pas habitué à en faire. Donc, oui, c'est un vrai sujet. Ok, on va bientôt arriver à la conclusion. Donc, Philippe, si tu veux rebondir et en même temps, conclure 10 secondes pour toi, 10 secondes pour Christelle, 10 secondes pour très rapidement, merci Alain. En ce qui concerne l'accompagnement du client vendeur ou de l'acquéreur, ma philosophie est que ce métier de conseiller immobilier ou de négociateur, peu importe, c'est le même, est suffisamment déjà riche et complexe pour que moi j'ai toujours peur des touches à tout bon à rien. Donc il vaut mieux être spécialiste dans un domaine et ensuite être accompagné de partenaires ou de sociétés filiales qu'on va créer, mais à qui on va passer le relais parce que ça devient un peu trop complexe pour nos conseillers, je pense, mais c'est évidemment indispensable de leur apporter du conseil et de l'accompagnement. Et en conclusion, simplement redire ce que j'ai indiqué, c'est que je pense qu'on est sur un marché dont on aimerait qu'il fasse 20% de croissance tous les ans, comme on aimerait, que les propriétaires aimeraient que leur prix de vente augmente de 20%. Il faut un peu de raison dans tout ça. Je crois qu'on arrive dans un marché de normalité et c'est déjà très bien. Si on est sur un marché de 900-950 000 transactions en France, c'est un très beau terrain de jeu. Et ce qu'il faut espérer, c'est que le neuf se relance pour toutes les raisons qu'on a indiquées, parce qu'il y a des répercussions sur beaucoup de thématiques. Merci Philippe. Christelle, conclusion, et ensuite Amaury, conclusion.
conclusion, faut rester positif déjà et continuer à former les équipes. Et puis, moi, je crois beaucoup. Moi, je pense que le marché, alors, va redémarrer bien sûr tout doucement, mais si ça reste stable et qu'on met en place une bonne stratégie dans nos agences et qu'on continue à mettre en place des basiques, moi, je remets en place tous les fondamentaux. En fait, ce qu'on faisait il y a quelques années, je le remets en place. Ça marche bien. Il ne faut pas chercher à faire compliqué, il faut rassurer, apporter du conseil, la fidélisation, beaucoup de formations aux équipes, rassurer les clients, accompagner le client. Et avec tout ça, je pense qu'on a quand même une majorité d'ingrédients pour réussir. Puis après, voilà, il faut y croire. Hein. Parfait. Amaury, tu auras le mot de la fin, puisqu'il est 15h00. Merci, alors je fais très court. Moi, je crois qu'on a de la chance parce que l'immobilier, c'est une industrie nécessaire, que ça ne s'arrête jamais, même quand c'est en grande crise. Il y a quand même matière à bosser et ça, ce n'est pas dans toutes les industries. Donc, je trouve qu'il faut s'en souvenir. Je trouve aussi qu'on parle beaucoup, mais la vérité, c'est que chaque mouvement est une opportunité. Ça baisse, les vendeurs, ils ont plus besoin de nous. Ça monte, c'est plus difficile, mais on touche plus. Donc, pour qui a envie de travailler et de réfléchir au service des clients, il y a du taf. Et moi, ce mot-là, travailler, il n'est pas à la mode, on ne l'aime pas toujours. Je le dis quand même, si tu travailles dur et que tu es agent immobilier, ça marche. Si tu ne travailles pas dur, ça ne marche pas parce que c'est un métier de ouf, mais il est difficile. Donc, mon seul conseil aux gens qui regardent, c'est bosse dur, ça marche. Si tu n'as pas envie de bosser, change d'industrie. Parfait, pas mieux. Merci beaucoup à vous. Merci à ceux qui nous ont écoutés. Vous allez avoir ça en replay. Retrouvez tous nos événements, nos webconférences sur la page LinkedIn qui s'appelle Sologer Events, puisqu'on est partout en France en présentiel avec nos équipes régionales. On fait un tour de France là. On fait des after-work. Donc, regardez bien avec votre conseiller, mais aussi sur notre page LinkedIn. Donc, merci beaucoup à tous. Il y a un questionnaire qui va s'afficher pour voir ce que vous souhaitez comme prochaine webconférence, qu'est-ce que vous avez apprécié, qu'est-ce qu'il faut recreuser encore dans le sujet. Donc, n'oubliez pas l'enquête, ça c'est très important pour vous et pour nous, pour qu'on puisse répondre encore une fois. On a bien vu que le climat de rentrée, en tout cas que la reprise était engagée, c'est à vous de jouer et c'est ceux qui ont l'état d'esprit qu'on a entendu là, en tout cas, les bonnes formations et bons trainings parce qu'on sait que ce marché, il est là et il sera pour ceux, en effet, qui mettent en place ce qu'on a pu évoquer lors de cette webconférence. Donc, c'est à vous de jouer maintenant. Bonnes affaires, bon business à tous. Et bien sûr, par modestie, vous ne l'avez pas dit, mais évidemment, en ayant une très bonne visibilité sur notre portail et en utilisant nos outils, c'est encore mieux. Merci beaucoup en tout cas. À très bientôt et merci de votre temps très précieux, Philippe, Christelle et Amaury. Et on se voit bientôt dans vos régions respectives. Merci à tous et tout le monde vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.